Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de s'attaquer au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais juste passer un petit message pour vous dire que je vous fais un petit jeu concours à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est pour vous faire gagner ce suite là et d'autres modèles. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour le sujet d'aujourd'hui, on va s'intéresser à l'AS Saint-Etienne. Alors vous l'avez peut-être suivi, la saison de l'AS Saint-Etienne est juste catastrophique. 20ème de Ligue 1 et éliminé en Coupe de France face à Bergerac. Les Verts vivent sans doute une des saisons les plus compliquées de leur histoire. Et nous, on va essayer de se projeter en tant que futur président de l'AS Saint-Etienne pour la saison 2022-2023. Parce que comme vous le savez, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne essayent de vendre. C'est pas facile quand c'est une direction bicéphale qui s'entend pas du tout. Donc on va imaginer si on reprenait l'AS Saint-Etienne, ce qu'on ferait à leur place. Alors on va s'intéresser dans un premier temps aux sportifs, parce que c'est bien évidemment l'enjeu principal. Et avant de s'intéresser aux joueurs sur le terrain, on va s'intéresser aux instances dirigeantes du secteur sportif. Et on va notamment commencer par le directeur sportif. Alors le directeur sportif actuel c'est Dominique Rocheteau. Alors j'ai rien contre Dominique Rocheteau, mais je pense qu'on peut trouver quelque chose de mieux à ce poste-là. Et notamment Mathieu Bodmer. Alors Mathieu Bodmer, pourquoi je pense à lui ? Parce que Mathieu Bodmer est un ancien de la maison, il y a joué entre 2013 et 2017 si je dis pas de bêtises. Mathieu Bodmer a un grand réseau, un réseau très professionnel, très puissant. Et Mathieu Bodmer a déjà eu certaines expériences en termes de transfert, en termes de mercato, notamment avec l'OGC Nice. Il me semble que c'est lui qui aide l'OGC Nice à faire venir Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli. Donc Mathieu Bodmer a une certaine expérience de la Ligue 1 et peut apporter véritablement son expertise au sein de l'AS Saint-Etienne. Deuxième poste très important, l'entraîneur. Alors Pascal Duprat est connu pour sauver les clubs qui vont descendre en Ligue 2. On verra ce qu'il fait, mais nous on se projette sur la saison 2022-2023 dans l'optique que Saint-Etienne reste en Ligue 1. Et dans cette optique-là, j'ai ciblé deux entraîneurs. Le premier, vous le connaissez, Laurent Batles. Alors pourquoi Laurent Batles ? Laurent Batles à l'Estac 3, pour moi, a fait un travail formidable. Il a proposé un jeu plutôt agréable à regarder, il a fait évoluer plusieurs jeunes et il a vraiment dynamisé l'équipe de Troyes. Ça c'est mal fini, notamment parce qu'il n'était pas tout le temps d'accord sur la politique sportive du club qui était de faire jouer en priorité les joueurs du City Group. Bref, ça a un peu bloqué là-dessus, mais sinon Laurent Batles a vraiment eu un travail pour moi formidable à Troyes, même si ce n'est pas toujours parfait. Je trouve que c'est un entraîneur bâtisseur, un entraîneur formateur, et surtout un entraîneur qui propose quelque chose d'offensif, enfin qui essaye de faire de l'offensif, qui n'est pas resté sur l'optique de pas faire de jeu en Ligue 1. Donc pour moi c'est vraiment une option très intéressante, surtout qu'il connaît la maison Saint-Etienne, il a été entraîneur de l'équipe réserve si je dis pas de bêtises encore une fois. Donc pour moi c'est vraiment the profil intéressant pour l'AS Saint-Etienne. Le deuxième profil qui est pour moi très intéressant c'est Thierry Henry. Alors pourquoi Thierry Henry ? Certes, lorsque Henry arrive à l'AS Monaco, sa première expérience on va dire professionnelle sur un banc européen, ça se passe très mal. Mais il faut aussi se rappeler le contexte de l'époque. L'AS Monaco a beaucoup de blessés, l'AS Monaco est dans une saison très difficile. L'AS Monaco rencontre plein de difficultés et on jette comme ça dans la gueule du loup un entraîneur quasiment inexpérimenté. Certes, il a eu quelques expériences, mais en tant qu'entraîneur principal, subir la pression d'un club comme l'AS Monaco, c'est pas la même chose. Mais pour moi, là où Thierry Henry a été plutôt bon, c'est qu'il a réussi à encadrer pas mal de jeunes du centre de formation, à les faire évoluer en première division, mais aussi en Champions League, et avoir un jeu avec ces joueurs-là qui avaient quasiment aucune expérience, pas non plus 100% déconnant. On se rappelle de l'AS Monaco face à l'Atlético Madrid, il y avait quasiment que des jeunes qui avaient une expérience de la Ligue des Champions quasi nulle, et même comme ça, Thierry Henry a réussi à proposer quelque chose d'assez cohérent. Certes, c'était pas au niveau, mais c'est aussi les seules cartouches qu'il avait à disposition. Et il a réussi à faire évoluer certains joueurs, comme Badiachil, comme Biancone, qui est à 3 actuellement, si je dis pas de bêtises, où il est parti, je sais plus. Mais aussi Massengo, enfin il y a plein de joueurs qui se sont véritablement découverts et qui ont montré leur qualité aux yeux de l'Europe grâce à Thierry Henry. Donc pour moi, Thierry Henry, en tant qu'entraîneur formateur, c'est un oui. Du côté des joueurs, il va falloir sans doute passer par un renouveau. Alors quand je dis renouveau, c'est essayer de faire table rase du passé sans non plus déstructurer l'équipe. Je m'explique. L'objectif, c'est d'avoir un projet jeune et dynamique. Et il y a beaucoup, on va dire, d'anciens caporals de la maison Saint-Etienne dont il faudrait sans doute se séparer. Alors l'objectif, c'est pas de s'en séparer d'un coup, c'est pas de tous les vendre au premier mercato, de les brader sur le marché des transferts.
Non, l'objectif c'est de les remplacer petit à petit, avoir du sang neuf qui arrive dans l'équipe, mais aussi avoir une nouvelle mentalité, de nouvelles lueurs d'espoir et des gens qui découvrent l'AS Saint-Etienne et qui vont véritablement avoir envie de s'intégrer à 100% dans le projet. Donc les joueurs qui pour moi devraient être en instance de départ seraient Romain Amouma, Wabi Kazri, Bakary Sako, Denis Bouanga, Riyad Boudbouz, Timothy Kolodziejczak et Hassan Diossé. Alors au total, ces joueurs-là représenteraient une vingtaine de millions d'euros sur des valeurs transfer market, donc peut-être moins, peut-être plus. Mais le but c'est pas de les vendre tous en même temps. Sinon vous imaginez la gueule de l'équipe à la reprise, il y aura plus personne. Non, l'objectif c'est de voir avec eux lesquels ont le plus envie de rester, lesquels ont le plus envie de partir, d'établir un vrai plan on va dire de remplacement, voilà, si Wabi Kazri part, avoir une solution de remplacement pour ce joueur là. Et justement pour les remplacer il y a deux types de profils, un de jeunes joueurs qui sont en manque de temps de jeu ou qui ont besoin d'acquérir de l'expérience, et de l'autre côté des joueurs au contraire qu'il faut relancer mais qui ont déjà une vraie expérience du monde professionnel. Sur ces joueurs un peu plus expérimentés, il y a deux pistes qui me semblent personnellement très intéressantes. La première c'est Michy Batshuayi. Alors Michy Batshuayi il joue actuellement au Beşiktaş, donc c'est quand même un club important, il n'est sans doute pas en quête d'un véritable temps de jeu. Mais Michy Batshuayi est en fin de contrat en juin 2022, donc peut-être que le Beşiktaş ne voudra plus de lui, peut-être que Michy Batshuayi ne voudra pas continuer l'aventure, et pour moi il faut garder un œil attentif sur la situation de Batshuayi, notamment parce que c'est un attaquant qui a quand même de certaines qualités, dont l'AS Saint-Etienne est actuellement pour moi en manque cruel d'un réel attaquant finisseur, parce qu'il a quand même une expérience de la Ligue 1 et sans doute une attache particulière à ce championnat qu'il a fait découvrir aux yeux de l'Europe. Donc pour moi, ça serait vraiment intéressant de garder un œil attentif sur la situation de Michy Batshuayi. L'autre joueur intéressant, c'est Nampalys Mendy. Nampalys Mendy est très intéressant parce qu'il est actuellement à Leicester et il ne bénéficie pas du temps de jeu peut-être qu'il ose espérer. Il a aussi une certaine attache à la Ligue 1, il a fait plusieurs clubs de Ligue 1, dont l'OGC Nice. Et sans doute que s'il veut se relancer, la Ligue 1 et un projet à l'AS Saint-Etienne avec une nouvelle structure, avec de nouvelles ambitions, peut l'intéresser. Là encore, il faut aussi garder un petit peu un œil éclairci, puisque son fin de contrat arrive en juin 2023, peut-être que Leicester voudra s'en débarrasser, mais il faudra passer par la case, on va dire, transfert, donner une contrepartie. Il est estimé à 5 millions d'euros, peut-être que ça sera un peu plus, mais déjà autour de 10 millions d'euros, c'est quand même une bonne affaire pour l'AS Saint-Etienne. Mais de l'autre côté, il faut aussi des joueurs jeunes. Un nouveau projet, ça implique une perspective d'avenir, vouloir construire une équipe dont l'ossature pourra rester longtemps. Les jeunes qui veulent utiliser l'AS Saint-Etienne comme rampe de lancement pour un club plus grand viendront bien évidemment, et ceux qui ont envie de s'inscrire sur un projet longue durée, il faut aussi arriver à les garder, à les conserver, mais aussi à les attirer. Et sur ces pistes-là, moi j'ai 4, on va dire, exemples qui me viennent en tête. La première, c'est Lucas Daconia. Alors Lucas Daconia est actuellement en prêt à Clermont par l'OGC Nice. Pour moi, c'est vraiment un jeune joueur très intéressant. Alors certes, il n'a pas eu sa chance du côté de l'OGC Nice. Il a fait quelques bouts de match, mais bon, vous imaginez bien qu'avec l'effectif qu'a actuellement l'OGC Nice, avec Stengs et Boudaoui, c'est plutôt bouché pour Daconia qui ne représente pas non plus un joueur phénoménal en termes de pouvoir de vente à l'avenir. Mais pour moi, il est très intéressant dans le jeu, il apporte pas mal de percussions, et s'il est dans un collectif plutôt bien huilé, il peut apporter vraiment un plus. Donc pour moi, Daconia en prêt, ça peut être une bonne solution, surtout qu'il n'a pas une grande valeur, il est autour de 3 millions d'euros. Donc en prêt, avec une option d'achat de 5 millions d'euros pour la première saison, pour se laisser une marge quand même de décision, je pense que c'est une très bonne affaire. On passe à mon chouchou de cette liste, mon joueur préféré, celui que je pense doit être la cible prioritaire de plusieurs grands clubs. Ce joueur-là, c'est Anoa Masengo. Alors si vous ne le connaissez pas, franchement, ce joueur en vaut le détour. Il est actuellement un des titulaires indiscutables pour moi de Bristol City. Il a fait, on va dire, sa formation à l'AS Monaco. Il a débuté sous les ordres de Thierry Henry, notamment face à l'Atlético de Madrid, et je suis fan de ce joueur. En termes de récupération de balles, en termes de projection vers l'avant, en termes de vision du jeu, il a juste un potentiel phénoménal. Alors certes, il doit encore beaucoup progresser, c'est quand même un jeune joueur, mais je trouve qu'il est très intéressant, surtout pour un club comme l'AS Saint-Etienne. Sa valeur est estimée à autour de 4 millions d'euros, donc c'est plutôt une valeur assez faible pour un joueur d'avenir. Son fin de contrat arrive en juin 2023, donc Bristol, si une offre plutôt alléchante arrive, peut-être qu'ils voudront s'en débarrasser, surtout que Masengo cherche peut-être aussi à avoir la lumière d'un club en première division, parce que la Championship c'est sympa, mais bon, être en première division c'est quand même un autre niveau. Donc je pense que Masengo, c'est vraiment une belle affaire. Autour de 10 millions d'euros par exemple, même là, ça serait une affaire concluante, c'est un joueur d'avenir, et je crois vraiment que ce joueur a du potentiel. Troisième cible, Thiago Ribeiro. Alors Thiago Ribeiro,
c'est un autre joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai vu évoluer avec les U19 nationaux et avec la N2 de l'AS Monaco. Et très franchement, c'est une sacrée pépite. C'est un sacré joueur. Mais là, j'ai un petit peu plus de doutes sur sa capacité à s'élever au niveau professionnel. Non pas que j'estime qu'il est en manque technique, mais c'est juste qu'on l'a pas encore vu face à de vrais joueurs. Alors il a eu quelques minutes face à Montpellier en championnat avec l'AS Monaco, mais ça reste insuffisant pour réellement évaluer la qualité du joueur en Ligue 1. C'est une bonne affaire si on arrive à négocier par exemple avec l'AS Monaco un prêt avec option d'achat encore une fois. Un prêt avec option d'achat à hauteur de 5 millions d'euros par exemple, pour être sûr de voir le rendement de Thiago Ribeiro en Ligue 1, de voir ce qu'il peut apporter, de voir comment il peut évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une sacrée patte, c'est que c'est vraiment un joueur technique. Physiquement, alors en U19 national, il était vraiment au-dessus physiquement, peut-être qu'en Ligue 1, ça va être un petit peu un manque qu'il aura, surtout qu'il joue beaucoup sur son physique. Mais il a une sacrée frappe, il a une sacrée technique, et je pense que sur l'avenir, s'il le fait progresser, Thiago Ribeiro est un sacré joueur. Et le dernier, sans doute celui dont je suis le moins fan sur cette liste, mais qui peut avoir une progression très intéressante, c'est Thomas Esteves. Alors Thomas Esteves, vous le connaissez peut-être pas, mais il est prêté par le FC Porto au Reading FC, où il est souvent titulaire. Pour moi, c'est un joueur intéressant sur l'aspect défensif, il a un peu plus de mal offensivement, il n'est pas très technique, mais s'il évolue bien, si il a une vraie progression, il peut devenir intéressant. Là aussi, sa fin de contrat, elle est plutôt loin, elle est en juin 2024, parce que Porto compte pas mal sur lui, mais je pense que ça peut être un joueur intéressant en prêt avec une option d'achat. Là, je pense qu'il faudra aussi encore sortir une dizaine de millions d'euros, même s'il est évalué à 3 millions d'euros, parce que Porto compte sur lui. Mais là, j'ai un petit peu plus de réserve, il faudra voir son réel rendement en Ligue 1. Voilà pour le genre de piste qu'il faudrait étudier, mais il y a tellement d'autres joueurs avec de grands potentiels qui sont très intéressants ou qui sont bientôt en fin de contrat, qui peuvent être intéressés par un projet comme l'AS Saint-Etienne. Et ce qui est intéressant avec Mathieu Bodmer, c'est qu'il a vraiment un réseau pour réussir à concrétiser et à finaliser ce genre de transfert. Et l'autre défi de Mathieu Bodmer et de l'équipe, ça va être de réussir à conserver les jeunes joueurs du club. Et l'autre défi de Mathieu Bodmer et de l'équipe dirigeante, ça va être de réussir à conserver les jeunes joueurs du club. Il y a plein de jeunes qui peuvent être intéressants, je pense à Saïd Dousso, je pense à Etienne Green, peut-être à Ochiche. Alors j'ai un petit peu plus de mal avec le joueur, je trouve qu'il manque réellement de quelque chose actuellement. Est-ce qu'il a une marge de progression? Sûrement, peut-être. Mais voilà, il faut réussir à les conserver pour voir un petit peu plus ce qu'ils valent dans un effectif peut-être un peu plus ambitieux, peut-être un peu plus serein. En tout cas, l'objectif avec ce genre d'équipe, ce n'est pas d'aller chercher des places en Ligue des Champions. La première saison avec ce genre d'équipe, avec ce genre d'effectif, c'est de se maintenir en Ligue 1. C'est l'objectif premier, de jouer sereinement. Allez, peut-être qu'ils seront 14, 15e, pas au-dessus. La première saison, mais l'objectif avec Laurent Batles, c'est de les faire progresser un maximum. Pour arriver la deuxième saison, réussir à être un petit peu plus performant, la première moitié de tableau, 10, 9, 8, 7e peut-être, plus si surprise arrive, réussir à ramener petit à petit des joueurs dans l'effectif, consolider l'effectif, faire partir ceux qui ont besoin d'évoluer à un plus haut niveau. Voilà, s'il y a réellement un crack qui se distingue dans l'équipe, il faut aussi savoir vendre, parce que si on sait vendre au moment opportun pour la carrière du joueur, les autres joueurs qui ont envie d'évoluer grandement dans leur carrière passeront par l'AS Saint-Etienne, parce qu'ils verront que l'AS Saint-Etienne sait vendre le joueur au bon moment, c'est-à-dire le lancer sur le meilleur moment de sa carrière. Et au final, arriver à arracher au bout de 5, 6 ou 7 années une place en Europa League et essayer de se consolider petit à petit pour avoir vraiment le Saint-Etienne des grandes années. Alors vous le savez autant que moi, l'AS Saint-Etienne est une catastrophe tant au niveau sportif cette saison qu'au niveau de l'équipe dirigeante. La direction bicéphale sans doute bloque tellement de projets. Et la stratégie marketing de l'AS Saint-Etienne en fait partie. Elle est actuellement pour moi très insuffisante. Et je vais m'expliquer là-dessus. Malgré tout, il n'y a pas que des mauvaises idées dans ce qui est décidé à l'AS Saint-Etienne. Je pense notamment aux maillots de cette année qui ont été designés par Synthetix. Synthetix, vous le connaissez sûrement, il est bien plus connu que moi. Il fait beaucoup de maillots sur Instagram, sur Twitter, sur Behance. Peut-être que ça vous connaissez un peu moins, c'est un peu plus réservé aux graphistes. Mais je trouve réellement que ce gars-là, il a une patte mais incroyable. Pour moi, il est un des meilleurs designers de maillots de foot dans le monde. Il a vraiment une vision du maillot qui est incroyable. Il arrive à mettre des détails sur les maillots qui font que chaque maillot est unique.
Et là où je pense que peut-être il a été un petit peu bridé sur la conception cette année, c'est qu'on n'a pas retrouvé cette même fibre. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu limité. Je sais pas comment ça s'est passé, mais du moins, si j'étais président de l'AS Saint-Etienne, et vous me direz si vous êtes d'accord, je reconfierais le design des maillots à la même personne, mais en accordant encore plus de liberté, encore plus de confiance, et en lui disant voilà, en plus il est supporter de l'AS Saint-Etienne, en lui disant voilà, t'es un supporter de l'AS Saint-Etienne, tu sais sans doute ce que les supporters attendent, tu as cette vision incroyable de ce qu'est un maillot de foot, fais ton projet de A à Z, tu nous montres, on valide, on dit oui. De toute façon on dira oui, il y a un mec comme ça, il sait forcément mieux que toi ce que c'est qu'un bon maillot de foot. On dit oui, et voilà, un bon maillot sortira, j'en suis convaincu. Et sur la gamme streetwear, je pense aussi qu'il y a plein de choses à effectuer du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors la gamme actuelle, elle est sympa, mais bon, on va dire, à part si t'es grand fan de l'AS Saint-Etienne, tu vas pas l'acheter. Là où les franchises NBA et les grands clubs d'Europe arrivent réellement à faire la différence, c'est de proposer des habits que même les gens qui ne sont pas grandement fans de football arrivent à mettre au quotidien. Et en plus, je trouve que l'AS Saint-Etienne a réellement des arguments à mettre en avant. Ils ont quand même un logo qui est pas dégueu. Par le nouveau, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il est utilisable, on va dire qu'il est exploitable. Ils ont des couleurs, le vert qui est incroyable, ils peuvent utiliser le doré, ils ont l'espèce d'étoile, le symbole des 10 championnats gagnés, ils ont vraiment plein de choses. Et je sais pas si vous aviez vu, je vous le mets là l'image, il y a des hoodies comme ça, des Chicago Bulls avec le logo en doré sur un fond noir qui passe très bien. Imaginez la même chose avec Saint-Etienne. Ils ont aussi la panthère de Saint-Etienne qui peut vraiment rendre un effet incroyable. Il y a plein de choses comme ça que l'AS Saint-Etienne sur lesquelles le club peut se lancer. Et véritablement, je pense que ça plaira. Alors peut-être pas aux plus grands supporters, mais aux gens qui aiment l'AS Saint-Etienne, qui ont envie d'avoir quelque chose qu'ils peuvent mettre pour aller à l'école, qui peuvent mettre pour aller au travail, qui peuvent mettre pour aller au cinéma. Bref, avoir quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus dans l'air du temps. Je pense que ça assurerait à Saint-Etienne une plus grande manne financière et ça permettrait aussi de se rapprocher de ce qu'attendent les jeunes supporters du club. Mais l'objectif, c'est pas que de se tourner vers la modernité, c'est aussi de réussir à faire des choses un peu plus historiques, de remontrer l'histoire de l'AS Saint-Etienne, de sortir des livres, des affiches, de sortir des maillots collector. Monaco l'a fait dernièrement en sortant des maillots iconiques. Et je pense que Saint-Etienne doit jouer aussi là-dessus, sur son identité historique, sur les grands moments du club, et revenir un petit peu aux sources et montrer que Saint-Etienne a toujours été un grand club du championnat de France. Mais aussi le club doit devenir, dans sa stratégie marketing, un véritable lieu d'innovation du bassin de population de Saint-Etienne. Alors on le sait, Saint-Etienne a longtemps été une ville industrielle avec des grands groupes, il y a Casino notamment, mais avec la fin de l'industrie, on va dire que l'agglomération a décliné un petit peu en même temps que le club. Et pour moi, c'est là que l'AS Saint-Etienne peut véritablement devenir un moteur de la région. Imaginons le stade comme un véritable lieu de rencontre des entreprises, comme un véritable lieu de rencontre des nouveautés du bassin, comme un véritable lieu de rencontre ou de découverte, on va dire, d'innovation. Imaginez juste, il y a un match le dimanche soir en Ligue 1 ou le samedi après-midi, et sur le parvis, vous pouvez venir 2 heures avant, 1h30 avant, 1 heure avant, ou 30 minutes avant. Et tout autour du parvis, vous avez des pop-up stores, vous avez des stands, vous avez, je sais pas, plein de choses qui mettent en avant des produits locaux, des entreprises locales, des innovations, des entreprises à découvrir, aussi des artistes, plein de choses comme ça qui mettraient en avant, on va dire, tout ce qui se fait d'innovant, tout ce qui se fait d'original, tout ce qui se fait d'incroyable dans la région de Saint-Etienne, se retrouverait presque chaque week-end autour du stade. Ce qui ferait que des gens qui aiment le foot sans plus que ça, viendraient aussi pour découvrir une nouvelle entreprise, pour découvrir un nouveau produit, pour découvrir plein de choses. Ils viendraient et autour du stade, ils auraient l'opportunité de découvrir de nouveaux produits, une nouvelle gamme de vêtements, une nouvelle gamme, de plein de choses. On peut imaginer vraiment plein d'entreprises qui seraient intéressées de profiter de cette visibilité forte les week-ends. Mais attention, il faut aussi réussir à proposer à ces gens-là un réel divertissement autour du match. Notamment sur les temps morts avant le match et pendant les mi-temps, et même à la fin du match tout le monde s'en va généralement, mais on peut aussi essayer de le faire. Mais je pense que c'est mieux avant le match et pendant les mi-temps. On voit souvent en NBA tous les jeux qu'il y a un peu avec le supporter. Tous les jeux sur essayons de deviner le sosie, il y a un mec qui ressemble à Nicolas Sarkozy dans les tribunes, allez on va le comparer, ça va être marrant. Bon, est-ce qu'en France on a le droit de faire ça, d'afficher quelqu'un? Je doute. Mais il y a plein de jeux comme ça qui se font aux États-Unis, les Kiss Cam, les trucs comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut réadapter à la sauce française, les mettre en avant et proposer ça avant le match. Vous savez, il y a toujours un battement entre l'échauffement et la rentrée des équipes.
Ce temps-là, il peut être mis à profit pour proposer un réel divertissement aux familles, aux enfants. Il y aurait aussi des jeux avec la mascotte, etc. Ce temps-là pourrait être bénéfique pour l'AS Saint-Etienne, pour essayer de conserver une fanbase de gens qui ne sont pas réellement amoureux 100% du foot, qui aiment ça, mais qui ont envie aussi de découvrir d'autres choses et d'avoir un divertissement global, un paquet global de divertissement. Mais il faut aussi réussir à conserver cette ambiance électrique du chaudron. Et ce qui est bien, alors je suis allé en visite au stade de Stamford Bridge à Londres, le stade de Chelsea, et on m'avait bien expliqué en fait que la stratégie de Chelsea c'était d'avoir des tribunes distinctes. Par exemple, il y avait une tribune qui était réservée aux fans de foot. Là, tu peux acheter ta bière, tu peux te mettre torse nu, tu peux chanter, tu peux ne pas t'asseoir, voilà. Là-bas, c'est la zizanie totale, c'est pour les gens qui ont envie de mettre le feu au stade. Et sur les tribunes latérales, t'as une tribune, une partie de la tribune du moins, qui est réservée aux familles avec enfants, aux personnes en fauteuil roulant, qui est en fait réservé à tous ces gens qui ont envie de passer un moment calme au stade, qui ont envie d'être dans une sorte de tranquillité. Ils n'ont pas envie de se retrouver au milieu des fumigènes, ils n'ont pas envie de se retrouver au milieu de la bagarre, et ils sont posés là à côté de la pelouse, parce qu'aussi on sait qu'un parent avec 2 enfants, il va pas aller envahir le terrain parce que sinon il va laisser ses gosses tout seul. Les gens en fauteuil roulant, bon ben voilà, ils n'ont pas l'opportunité de le faire. Donc ce sont des gens qui sont venus au stade pour être tranquilles, pour pouvoir profiter de l'ambiance électrique du stade, tout en sachant qu'ils sont en sécurité. Et imaginez la passion qu'on pourrait déclencher chez des jeunes de moins de 13 ans, chez des jeunes de moins de 11 ans, qui viendraient régulièrement au stade, qui verraient cette ambiance incroyable avec des fumigènes, avec ce sentiment d'électricité dans l'air, mais qui se sentiraient en sécurité. Et le jour de ses 16, 17, 18 ans, le mec peut-être qu'il va vouloir aller chez la tribune un peu plus animée, et il va peut-être aussi kiffer. Mais lorsqu'il est jeune, si tu le mets direct dans une tribune où il y a des fumigènes partout, forcément le mec tu vas l'effrayer au bout d'un moment. Donc il faut essayer de proposer une tribune adaptée à chaque besoin. Mais là où il faut pas se tromper, c'est qu'il faut pas que Geoffroy Guichard devienne un stade ultra calme. Au contraire, il faut qu'il y ait une ambiance de feu à chaque match. Et là, l'idée que j'ai eue, c'est de mettre une rencontre avec les supporters, avec le représentant des supporters, trimestriellement ou mensuellement, sur qu'est-ce que l'AS Saint-Etienne peut vous apporter de plus. Comment est-ce que les dirigeants peuvent vous aider à créer une ambiance encore plus folle au stade? Comment est-ce que les dirigeants peuvent vous aider à mettre des choses en place? Comment on va financer le nouveau tifo? Comment est-ce qu'on peut vous aider à faire ce nouveau tifo? Comment ou quand est-ce qu'on va faire le prochain craquage de fumigène? On peut demander des dérogations à la LFP pour un match particulier, pour la réception de Lyon, pour le je sais pas combienième derby avec le rival lyonnais. On peut mettre véritablement des choses en place qui feraient de chaque rencontre un moment quasiment de folie. Voilà, il y aurait vraiment une vraie volonté des supporters de mettre le feu à chaque match parce que ils voient que l'équipe dirigeante, les présidents du club ont envie d'avoir cette ambiance-là au stade et qu'ils ont envie que ce soit le feu à chaque match. Le feu sur une tribune et calme de l'autre où tout le monde puisse profiter de son match comme il le désire. Alors cette stratégie marketing c'est bien, mais il faut aussi réussir à communiquer dessus. Et là où je trouve que l'AS Saint-Etienne est bon et en même temps pas bon, c'est sur la communication. Alors je m'explique. La première chose qu'il faudrait faire, c'est sans doute réussir à donner un mouvement plus jeune et dynamique à l'AS Saint-Etienne. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont très sympas à l'AS Saint-Etienne, mais qui je trouve manquent encore plus de créativité, encore plus de liberté. L'objectif de communiquer sur les réseaux sociaux, sur les affiches, en magazine, tout ça, c'est d'augmenter l'interaction avec le public, avec les fans, leur donner les coulisses du match, leur donner ce qui s'est passé avant, comment se passe un déplacement, leur donner plein d'informations qui font que un supporter est impliqué dans la vie du club. Et on peut penser à plein d'idées pour développer ça. Par exemple, filmer les déplacements des jeunes de l'AS Saint-Etienne, filmer leur entraînement, filmer comment se passe la vie à l'intérieur du centre de formation, essayer de montrer la vraie personnalité de chaque joueur. S'il y en a un qui fait un peu plus de conneries, qui dit un peu plus, je sais pas, de bêtises, qui fait des blagues en cours, qui écoute pas toujours à 100% ce qui se passe en cours, on va essayer de montrer sa vraie personnalité. On va dire voilà ce gars-là, il est comme ça, mais nous à l'AS Saint-Etienne, on l'accompagne, on le recadre. Lui, il a envie d'écouter, il a envie d'apprendre, nous on est là pour l'accompagner, pour corriger ce qui va pas, mais aussi pour lui laisser une certaine liberté. Un Adil Rami, c'est un joueur atypique dans le foot, mais c'est un joueur qui plaît. Montrer qu'à l'AS Saint-Etienne, on est capable d'attirer ce genre de profil un petit peu atypique, comme des Hatem Ben Arfa. Imaginez Hatem Ben Arfa dans une structure qui l'écoute, qui le conseille, qui le cadre, qui sait lui dire non, là tu vas dans le mauvais chemin, mais qui sait aussi se débarrasser de lui si ça va pas. C'est ça aussi d'être un bon club de formation, c'est de garder que les gens qui sont impliqués à 100% dans leur carrière sportive. Et là, si on montre que l'AS Saint-Etienne
dans les coulisses, et comme ça, on arrive à fidéliser les fans, mais aussi à attirer des joueurs qui ont envie d'être dans ce genre de structure-là. Mais pareil avec les joueurs de l'équipe professionnelle. L'AS Saint-Etienne fait des espèces de live Twitch où les joueurs vont à la rencontre des supporters, je crois, avant les matchs, etc. C'est super intéressant. Et il faut continuer à donner ce genre de liberté de communication aux joueurs dans un exercice où on les voit au naturel, dans un exercice où on s'identifie réellement à la personnalité du joueur. Evan Fournier, par exemple, en NBA, il a fait une mini-série sur lui où il montre ses entraînements, etc. C'est intéressant de savoir comment se passe la vie derrière l'image, derrière le vrai sportif. Connaître sa réelle motivation, sa réelle personnalité, comment il vit les choses au quotidien. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. L'autre chose, c'est aussi d'avoir une communication un peu plus visuellement impactante. Je sais pas si vous avez déjà vu les communications de l'Olympique de Marseille en termes de annonces de transfert, de affiches de match, enfin tout ça, tout ce que fait l'Olympique de Marseille sur ce niveau-là est juste incroyable. Et je pense que Saint-Etienne, sans rire, peut réussir à concurrencer l'Olympique de Marseille qui pour moi est la meilleure structure de communication en France sur ce domaine-là, parce que Saint-Etienne a de belles couleurs, Saint-Etienne a un historique incroyable, Saint-Etienne a vraiment des arguments forts pour venir concurrencer l'Olympique de Marseille. Et je ne pense pas que ce soit un manque de compétences, au contraire. Saint-Etienne a sorti pas mal de visuels qui sont incroyables, mais pas assez en termes de nombre, pas assez en termes de créativité. Ils sont bien, mais ça casse pas non plus, ça révolutionne pas la communication du football. Je pense que ces gars-là qui sont au club, alors dites-moi si vous tombez sur la vidéo, dites-le nous en commentaire ou en DM si vous voulez pas être affiché, mais ça m'intéresse grandement de savoir quel est votre pourcentage de liberté créative. Parce que quand je vois ce qu'ils réalisent techniquement et ce qu'ils réalisent dans l'idée, il y a quand même un fossé sur l'esprit créatif. Je pense qu'ils peuvent aller plus loin dans la créativité et sortir vraiment des dingueries en termes de communication, des choses visuellement impactantes. Et même si c'est raté une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Ça sera peut-être réussi 10 fois, mais les 10 fois où ça sera réussi, ça couvrira les 3 fois qui ont été ratés, ou qui n'ont pas fait de buzz, ou qui ont fait un bad buzz. Le bad buzz fait partie de la communication, et des fois même, ça aide à communiquer. Je pense, alors c'était pas un bad buzz, mais au tweet où le community manager dit il y a 2-0, je crois, j'ai plus de visuel, le graphiste est parti au ski. Et moi j'ai trouvé ce tweet incroyable, et je crois même que il a été super bien accueilli sur Twitter. Il y a plein de gens qui disaient ouais, le CM de l'AS Saint-Etienne c'est le seul mec qu'il faut garder après. Parce que c'est ce genre de communication qu'on aime. Une communication un peu fraîche, un peu innovante. Et je suis sûr que ce gars-là, si on va le voir, on lui dit voilà, toi, tu connais la plateforme, tu connais les codes, tu sais comment communiquer avec les gens sur Twitter. Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, tous ont leur code particulier. Et ces gens-là qui sont au club, ils maîtrisent mieux que tout le monde les codes. C'est sûr, ils maîtrisent mieux que le président les codes de Twitter et de YouTube et d'Instagram et de TikTok. Donc leur faire confiance. On va voir le gars, on lui dit voilà, on a vu que ça, tu l'as fait par toi-même, c'était incroyable. On pousse au fait que tu fasses encore plus par toi-même ce genre de choses. Et la liberté de le faire. Et le courage de le faire à chaque fois. Et si ça rate, c'est pas grave. Tu vas le refaire, ça va marcher. Et l'AS Saint-Etienne va en sortir gagnant de ce genre de communication. Parce que lorsqu'on communique différemment par rapport aux autres clubs, lorsqu'on prend plus de risques, high risk, high award, hashtag Willou qu'il avait sorti, mais c'est vrai, plus on prend de risques, plus on est récompensé, en termes de retombées médiatiques notamment. Donc moi je suis convaincu que si on donne encore plus de créativité à cette équipe-là, marketing et de com, je suis sûr qu'on en tirera de meilleurs bénéfices. Et si d'ailleurs vous faites partie de l'équipe, très honnêtement, je suis très intéressé de savoir comment ça se passe en interne. Quelle est votre marge de manœuvre, comment vous êtes briefé en amont. Voilà, si vous voulez bien me communiquer ou me le dire en commentaire, franchement les gars, ça m'aiderait aussi à comprendre comment se construit la communication à l'AS Saint-Etienne. Mais c'est aussi pareil sur TikTok, il n'y a pas que sur Twitter. Lorsque je vois les TikTok qui sont un peu sortis par l'AS Saint-Etienne, c'est très policé sur cette plateforme où on demande un peu à se moquer des gens, on demande à avoir des contenus drôles, des contenus un peu plus percutants. Je pense que si on fait confiance à la personne qui gère les réseaux sociaux, même à aller recruter des gens qui ont cette expertise de ce réseau social-là particulier, je pense qu'on en sort gagnant. Donc vraiment, l'objectif, c'est de faire confiance aux équipes. Et là, on passe un petit peu sur l'aspect un peu plus comptable, on repasse peut-être presque à une stratégie market, mais on revient aussi sur le sponsor. Alors jusqu'en 2024, c'est TheBet qui est sponsor du maillot de l'AS Saint-Etienne. Moi, j'ai rien contre TheBet, je sais pas en termes de supporters s'il y a eu des petites crises avec TheBet, j'en ai pas souvenir, veuillez me le confirmer, mais je me souviens pas d'un problème quelconque. Moi, je serais pour repartir avec le même, mais attention, je pense que si l'AS Saint-Etienne a une nouvelle communication percutante, innovatrice, un peu jeune, un peu décalée, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient à même de venir demander
de sponsoriser le club. Et notamment du côté des licornes françaises, des entreprises high-tech, des startups. Je pense par exemple à Sorare. Alors Sorare, vous connaissez peut-être ce jeu de NFT. Je pense que si on a une communication beaucoup plus jeune, beaucoup plus novatrice, ils seront très certainement intéressés à l'idée de venir fusionner leur image avec un projet comme ça, qui est un peu en décalage avec le foot français, qui est sur l'ère du 2.0, mais en même temps sur conserver une base de historique et réussir à avoir un public jeune et avoir un public un peu plus ancien et de mélanger les deux comme ça se fait parfois dans les tribunes et réellement de réussir à croiser les générations. Je pense que ça peut faire quelque chose de fort au niveau de l'AS Saint-Etienne et que beaucoup d'entreprises aimeraient se rattacher à ça et seraient prêts à payer très très cher pour se mettre dans ce projet-là. Et du côté de l'équipementier, je pense que la situation est aussi un petit peu difficile. Alors il y a eu un petit peu des embrouilles avec le COQ sportif. Est-ce que si une nouvelle équipe dirigeante arrive, le COQ sportif serait prêt à rediscuter les termes du contrat, à respecter? Bref, est-ce qu'il serait prêt à faire table rase du passé? Je pense que ce serait la meilleure solution parce que le COQ sportif est un équipementier un petit peu atypique, historique en plus pour le club. Je pense qu'il n'y aura jamais mieux à l'heure actuelle pour l'AS Saint-Etienne que le COQ sportif. Sur les deuxièmes choix, il y a Puma. Puma a été longtemps un équipementier important entre les années 1985 et 1995, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, Puma fait des maillots avec lesquels j'ai un petit peu du mal, qui respectent pas trop le foot et la culture foot. Donc je suis pas fan de Puma, très honnêtement. Après il y a Adidas, mais Adidas c'est un équipementier quelconque. Certes c'est intéressant, mais bon, il y a tellement d'équipes qui sont sponsorisées, qui sont équipées par Adidas, que ça en devient lassant. Après il y a Hummels, est-ce que c'est intéressant? À voir. Moi très honnêtement, l'idéal c'est de conserver le COQ sportif. Voilà en tout cas pour cette vision un petit peu utopique, alors ça arrivera jamais, mais c'est marrant de se placer en tant que président du club et de essayer de trouver des stratégies pour améliorer véritablement la vie de l'AS Saint-Etienne. Si vous êtes supporter stéphanois ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes supporter d'un autre club, essayez de me contacter, de me dire ce que vous ferez pour votre club ou de m'intéresser à ce club-là, voilà, pour voir ce qu'on changerait ensemble. Dites-moi si le concept vous a plu, si vous avez d'autres idées de concept, n'hésitez surtout pas à échanger avec nous et je vais passer au tirage au sort. Pour revenir sur le tirage au sort, alors je sais pas si ça se voit avec le plan de la caméra, mais je porte aujourd'hui un maillot brodé Kobe. La semaine dernière j'avais un maillot, un sweat brodé Kobe, pardon. Et la semaine dernière j'avais un sweat brodé 2 étoiles 1998-2018. Et je fais gagner, voilà, des t-shirts. Alors lui c'est un Kobe. Je fais gagner un t-shirt 2 étoiles. Il y a des sweats aussi, du coup ça c'est le sweat que j'avais la semaine dernière. Alors j'ai des cartons remplis de ces sweats et de ces t-shirts. Je vous expliquerai pourquoi peut-être si vous êtes intéressé. Bref, l'essentiel c'est que j'en fais gagner 3 sur YouTube. Alors ça peut être un sweat, un pull ou un t-shirt selon ce que vous préférez. J'en fais gagner 3 sur YouTube, 3 sur TikTok, 3 sur Twitter très certainement. Dites-moi juste en commentaire si vous préférez un pull, un sweat ou un sweat à capuche, un t-shirt. Quel modèle vous préférez et votre taille, et j'en tirerai 3 au sort sur chaque plateforme. N'hésitez pas à aller sur les autres plateformes et participer, vous aurez plus de chances de gagner. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, on se retrouve, j'espère, très vite.